D'accord. Alors, je propose qu'on va commencer avec le webinaire. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de nous rejoindre. Au nom de l'ASTM, c'est Cédric Reichel qui va faciliter ce webinaire ensemble avec mes collègues Antonia Argirova et Nadine Haas, responsables pour le rapport qu'on va vous présenter et sur lequel on va discuter aujourd'hui, et Lisa Even de la communication qui était responsable pour le site web qu'elle va aussi vous présenter brièvement après. Comme vous avez déjà vu, on va enregistrer ce webinaire. Bien sûr, les noms des spectateurs ne vont pas apparaître et aussi, vous n'avez pas la possibilité d'allumer la vidéo, c'est-à-dire il n'y a pas de risque que vous allez apparaître sur le webinaire, sur la vidéo, sur l'enregistrement après peu. On va partager la vidéo après sur notre site web. Vous avez la possibilité de participer sur ce webinaire en utilisant la fonction de questions-réponses. Et il y a aussi la possibilité, s'il y a des problèmes par exemple techniques, ou des questions dédiées précisément à nous, de nous écrire via le chat. On va poursuivre le webinaire en français. Et pour information, peut-être c'est quand même important de savoir, on est maintenant à 38 participants de différents secteurs, c'est-à-dire il y a des représentants étatiques, il y a des représentants des entreprises, d'autres entreprises non reprises dans l'étude, et il y a des représentants d'entreprises dans l'étude, et encore des intéressés, je dirais, politiques ou des conseillers. Oui, ceci concernant le public. Oui, le sujet du webinaire d'aujourd'hui est le nouvel rapport de l'ASTM qui est sorti le mardi dernier, présenté lors d'une conférence de presse intitulé Entreprise, l'État et droits humains. Et avec le constat qu'on a partagé un engagement insuffisant, les entreprises de l'État au Luxembourg ratent l'occasion d'être des modèles en matière des droits humains. C'était l'intitulé du communiqué de presse. Et je suis sûr qu'Antonia et Nadine vont bien expliquer pourquoi elles sont arrivées à ce constat. Alors, je demande à Antonia de peut-être partager l'écran et de commencer avec la présentation de l'étude, de la méthodologie. Merci Cédric. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc, moi, je vais commencer par présenter les objectifs de l'étude et la méthodologie de benchmarking que nous avons utilisée. Alors, le point de départ de cette étude, ce sont les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains, qui sont en quelque sorte la norme de référence en ce qui concerne le respect des droits humains par les acteurs économiques. Ces principes ont été adoptés en 2011 à l'unanimité par les États membres des Nations Unies, dont le Luxembourg, et ils comportent 3 piliers. Je vais juste les rappeler brièvement afin d'améliorer après la compréhension de la présentation qu'on va faire. Alors, tout d'abord, les principes affirment l'obligation des États de protéger contre des violations des droits humains commises par des acteurs économiques. Pour ce faire, les États doivent adopter les mesures appropriées. Deuxièmement, ils reconnaissent la responsabilité des entreprises de respecter les droits humains dans le cadre de leurs propres activités, mais aussi dans le cadre de celle de la chaîne de valeur. Pour s'acquitter de cette responsabilité, les entreprises doivent exercer une diligence raisonnable en matière de droits humains tout au long de la chaîne de valeur. Et enfin, les principes directeurs affirment qu'à la fois les États et les entreprises doivent mettre en place des mécanismes de recours et de réparation pour les personnes affectées par les activités économiques. C'est-à-dire, s'il y a un dommage, il faut le réparer. Alors, les principes directeurs mettent un focus particulièrement important sur les entreprises d'État.
en disant que pour de telles entités, les États doivent prendre des mesures plus rigoureuses pour exercer une protection contre des violations des droits humains. C'est-à-dire, l'État doit donner l'exemple à travers les entreprises dans lesquelles il a un pouvoir d'influence. Pourquoi? Tout d'abord, les entreprises d'État n'échappent pas à la mondialisation. Elles ont de plus en plus d'activités transnationales et opèrent dans des secteurs à risque en matière de droits humains. Puis, et ceci est très important, l'État a une obligation légale de protéger contre des violations des droits humains en vertu du droit international. Donc, une violation par une entreprise d'État peut également constituer une violation des obligations de droit international de l'État si les actes de l'entreprise peuvent être attribués à l'État. Et puis enfin, c'est aussi une question de crédibilité. L'État ne peut pas demander aux acteurs privés de respecter les droits humains si lui-même ne l'exige pas de ses propres entreprises. Afin de mettre en œuvre les principes directeurs, le gouvernement luxembourgeois a adopté un plan d'action national sur les entreprises et les droits humains qui est d'ailleurs arrivé à l'échéance fin 2022. C'est le deuxième plan d'action national sur ce sujet. Et dans l'introduction, le ministre en charge a appelé les entreprises dans lesquelles l'État détient une participation majoritaire à assumer leurs responsabilités en matière de droits humains en mettant en place un processus de diligence raisonnable. Les travaux d'élaboration du plan ont été réalisés dans le cadre du groupe de travail Entreprises et droits humains qui est coordonné par le ministère des Affaires étrangères, auquel l'ASTM a participé aussi ensemble avec d'autres acteurs de la société civile, du secteur privé et du gouvernement. Alors, les discussions dans le cadre du PAN ont abouti à la formulation de 15 actions, dont une portait justement sur la promotion de projets pilotes sur le devoir de diligence en matière de droits humains dans les entreprises à participation majoritaire de l'État. Donc, au début du plan, le ministère a envoyé un courrier à un certain nombre d'entreprises d'État afin de les inviter à mettre en place ces projets pilotes. Alors, aujourd'hui, le plan est arrivé à son terme et l'étude qu'on présente aujourd'hui vise à faire d'abord un état des lieux des engagements en matière de droits humains pris par les entreprises de l'État et puis de suggérer des pistes pour améliorer les pratiques dans ce domaine en utilisant la méthode du benchmarking. Donc, l'étude se veut un outil constructif qui contribue à améliorer la compréhension de la responsabilité de respecter les droits humains par les entreprises. Slide suivant. Le slide avant. Okay. Alors, l'analyse se base sur une méthode d'évaluation développée par la World Benchmarking Alliance. C'est une alliance de plus de 200 organisations de la société civile et du secteur privé. D'ailleurs, je pense que nous avons parmi nous Lisa Bertrand de la World Benchmarking Alliance qui pourrait répondre à vos éventuelles questions concernant cette alliance. Donc, nous avons utilisé une des benchmarks qu'ils ont développées, Corporate Human Rights Benchmark, qui permet en fait d'obtenir une vue d'ensemble de la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains et de comparer les pratiques. En fait, le benchmark est un classement des entreprises en fonction de leur politique ou de leur processus et il vise entre autres à créer une course vers le haut. Alors, ce qui est important à noter, c'est que la méthode se base uniquement sur des informations qui sont accessibles publiquement. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur le principe de transparence des principes directeurs qui exige des entreprises de communiquer ouvertement et activement sur leur engagement, sur leurs risques et sur leurs impacts et sur les actions qui en découlent. Lors de la recherche, l'ASTM a pris contact avec 27 entreprises, les 27 entreprises analysées, afin d'expliquer l'objectif, le cadre de l'étude et la méthodologie.
Et nous avons également donné l'opportunité aux entreprises de fournir des informations supplémentaires par rapport aux documents que nous avons analysés. Donc, nous les avons contactés, nous avons dit, donc nous avons trouvé ça, ça et ça, ça. Est-ce qu'il y a d'autres documents qu'il faut prendre en compte dans le cadre de cette analyse? Et donc, seulement 5 entreprises ont répondu à notre prise de contact, mais sans apporter de nouveaux éléments en ce qui concerne l'analyse. Alors, je vais dire aussi quelques mots sur le benchmark lui-même, car il permet en fait en quelque sorte de comprendre ce qui est attendu des entreprises en ce qui concerne la mise en œuvre des principes directeurs. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, le benchmark se compose de 12 indicateurs qui portent sur 3 domaines principaux. Donc, tout d'abord, les engagements politiques des entreprises à respecter les droits humains. Ensuite, les processus de diligence raisonnable. Et le troisième volet, c'est l'accès à des voies de recours pour les victimes en cas de violation des droits humains. Alors, en ce qui concerne la première partie, les indicateurs vérifient s'il y a des engagements explicites et clairs concernant le respect des normes principales en matière de droits humains, telles que la Déclaration universelle, la Charte internationale des droits humains, les principes directeurs des Nations unies et les principes de l'OCDE à l'attention des entreprises multinationales. On regarde aussi s'il y a des engagements en matière de recours, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un engagement public à fournir ou à coopérer à la réparation pour les individus, les travailleurs, les communautés affectées lorsque l'entreprise identifie qu'elle a causé ou contribué à des impacts négatifs. Donc, est-ce qu'il y a un engagement dans ce domaine? Ensuite, la deuxième partie du benchmark examine comment on traduit en fait les engagements dans la pratique. Les indicateurs que le benchmark utilise correspondent en fait aux différentes étapes de la diligence raisonnable telles que définies par les principes directeurs des Nations unies. Donc là, comme vous voyez à l'écran, donc il y a la première étape, identifier, évaluer les risques et les impacts. Ensuite, agir sur les évaluations, faire le suivi de l'efficacité des mesures que l'entreprise a prises et puis communiquer sur les impacts en matière de droits humains. Et la dernière partie du benchmark concerne l'accès à des voies de recours pour les personnes affectées. On vérifie s'il y a des mécanismes de recours, qui peut les utiliser, est-ce qu'ils sont disponibles dans les langues utilisées par les parties prenantes internes et externes de l'entreprise. On examine aussi si l'entreprise communique sur les réparations fournies en cas d'impact négatif. Et s'il n'y a pas d'impact négatif, il est quand même attendu des entreprises de décrire leur approche en matière de réparation. Donc, moi, je m'arrête là avec la description de méthodologie et je passe la parole à ma collègue Nadine. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je vais continuer avec une explication des entreprises que nous avons analysées et comment cette sélection a été faite. Donc, dans cette étude, nous avons regardé 27 entreprises, dont 17 sociétés privées et 10 établissements publics. Quels ont été donc les critères de sélection de ces entreprises? Le premier critère, c'est que ces entreprises opèrent dans un secteur à risque pour les droits humains. Nous avons regardé en fait quelle a été la définition de secteur à risque dans le plan d'action national que Antonia a mentionné au début. Donc, dans ce plan d'action national, le gouvernement a en fait défini quels sont les secteurs à risque pour les droits humains dans l'économie luxembourgeoise et nous nous avons basé donc sur cette définition. Après, le deuxième critère de sélection, très important aussi, c'est que dans les entreprises analysées, l'État luxembourgeois détient la majorité ou la plus grande participation par rapport aux autres actionnaires. Donc, ce critère est très important parce que nous avons voulu regarder des entreprises où l'État luxembourgeois a en fait un pouvoir d'influence.
Donc, voici le relevé, donc le tableau des 27 entreprises que nous avons analysées selon secteur. Vous voyez les 5 secteurs par colonne. Donc, c'est le secteur des finances, la logistique, construction, le secteur des services et de l'ICT. Vous voyez que la plupart des entreprises appartiennent aux 2 premiers secteurs, avec 9 entreprises pour le secteur finance et pour le secteur de la logistique. Parmi les entités qui correspondent au secteur finance, nous avons quelques acteurs assez connus comme la BCL, donc la Banque centrale, mais aussi la bourse, donc Lux SE, Luxembourg Stock Exchange, mais aussi la Sparkasse. Après, dans le secteur logistique, vous reconnaissez des acteurs connus aussi comme Cargolux ou Luxair, Luxtram. Dans le secteur construction, vous retrouvez quelques fonds. Peut-être à première vue, ça semble un peu, on peut se demander comment est-ce que ces secteurs sont affectés, mais ces entreprises sont affectées, mais en fait, c'est parce qu'elles sont actives dans un secteur à risque, le secteur de la construction, qui comporte donc des risques spécifiques pour des violations de droits humains. Donc, en tout, vous voyez qu'il y a ici des acteurs qui sont plus connus et d'autres acteurs peut-être moins connus. Vous avez des entreprises assez grandes pour le contexte luxembourgeois et d'autres acteurs très petites. Donc, il y a quand même une assez grande diversité dans notre sélection. Mais toutes ces entités répondent aux 2 critères que j'ai expliqués au slide par avant. Donc, quels ont été les constats généraux de notre étude? Donc, d'abord, il faut dire que l'engagement de ces entreprises quant aux droits humains et à la mise en œuvre de la diligence raisonnable est vraiment insuffisant. Nous avons noté qu'il y a vraiment très peu de conscience parmi ces acteurs de leurs responsabilités en tant qu'acteurs économiques. D'ailleurs, nous avons trouvé aucune information parmi les documents analysés quant à l'implémentation de projets pilotes tels qu'ils ont été préconisés par le plan d'action national. Et il faut dire que ces mauvais résultats des entreprises sont particulièrement regrettables si l'on considère qu'il s'agit d'entreprises où l'État luxembourgeois, qui se veut à l'avant-garde des droits humains, a quand même un pouvoir d'influence. Donc, regardons les résultats et les points de plus près. 18 des 27 entreprises analysées ont obtenu 0 point sur 24. Donc, vous avez vu avant dans le tableau que Antonia avait affiché avec les indicateurs que chaque indicateur correspond à des points et donc le maximum de points qui peut être atteint, c'est 24. Donc, 18 des 27 entreprises analysées ont carrément obtenu 0 point. Pourquoi? Mais parce qu'elles ont publié aucun document qui fait référence aux droits humains et où ces entreprises se positionnent en fait envers le respect des droits humains. Deuxièmement, aucune des entreprises analysées n'obtient ne serait-ce que la moitié des points. Donc, même la meilleure entreprise n'obtient même pas 12 points. Voici un tableau où vous voyez comment nous avons en fait catégorisé ou classé les entreprises selon les résultats. Nous avons une entreprise qui a obtenu 10 points, donc c'est la meilleure dans notre classement. Et cette entreprise, nous la nommons précurseur parmi les entreprises analysées. Après, nous avons 2 entreprises qui ont obtenu plus ou moins 5 points. Donc, ce sont des entreprises intermédiaires. Donc, ce sont des entités où on voit qu'ils ont pris quelques engagements et elles ont aussi mis en place des procédures pour identifier des risques. Mais ces procédures ne sont pas encore suffisamment axées sur les droits humains, en fait. Après, il y a 6 entités qui peuvent être catégorisées comme débutantes parce qu'on voit qu'elles déclarent au moins d'avoir pris des engagements, mais ce sont des engagements limités où ils ont mis en place des mesures isolées, mais ces entreprises ne semblent pas encore disposer de systèmes global, disons, de diligence raisonnable. Et après, nous avons dans la 4e catégorie des retardataires, les 18 entreprises qui n'ont publié aucune politique en matière de droits humains.
Donc, voici encore une fois le ranking. Cette image, en fait, c'est un screenshot de notre site web que Lisa va vous présenter après. Donc, vous pouvez après regarder tous les résultats en détail sur notre site web. Vous voyez donc ici le début du ranking, c'est une partie des entreprises analysées. Et vous voyez que la première ou la meilleure entreprise dans notre ranking, c'est la FCCF. Il s'agit d'un fonds d'investissement, le Forestry and Climate Change Fund, qui a été en fait établi par l'État et d'autres acteurs de la société civile et du privé. C'est un fonds qui a été établi assez récemment, en 2017, mais en fait qui déclare, qui se positionne, qui s'engage envers le respect des droits humains et qui déclare avoir des procédures mises en place pour en fait garantir le respect des droits humains dans ces investissements. Nous allons voir ça de plus près, dans un prochain slide. Après, les deux acteurs intermédiaires dans notre ranking, c'est Cargolux et l'ODL. L'ODL, c'est l'Office du Croire de Luxembourg. Donc, ces deux entités, elles ont déjà mis en place quelques procédures, mais comme je l'ai dit avant, pas encore suffisamment axées sur les droits humains. Et après, nous avons 6 entreprises débutantes. Donc, il y a Luxair, LMDF. LMDF, c'est aussi un fonds d'impact, en fait, de même que le FCCF. Donc, LMDF, c'est le Luxembourg Microfinance and Development Fund. Après, il y a des acteurs un peu plus grands et plus connus comme la Poste et la CAVL. Et LuxConnect et NEG. NEG, c'est la Nordstaat Entwicklungsgesellschaft. En fait, donc, ce sont les 6 entreprises que nous avons nommées débutantes parce qu'elles ont pris des engagements, des premiers engagements encore très limités, mais elles ont déjà entamé ce chemin. Donc, regardons maintenant un peu plus de près les résultats par volet. Donc, vous vous souvenez qu'Antonia a expliqué au début les 3 volets en fait, de la méthodologie. Donc, le premier volet correspond donc à la gouvernance et les engagements politiques pris par les entreprises. Nous voyons ici, il faut dire, c'est important que ces résultats-ci se relationnent avec les 9 entreprises qui ont des politiques en matière des droits humains. Donc ici, les pourcentages ne sont pas sur 27 entreprises, sinon ils seraient encore beaucoup plus bas, mais sur les 9 entreprises où nous avons en fait trouvé des documents à analyser. Donc, nous voyons que le premier volet, avec 19,3%, c'est le volet le plus développé chez tous les acteurs analysés. Le deuxième volet, la diligence raisonnable en matière de droits humains, là, les 9 entreprises obtiennent en moyenne 11,5%. Et le troisième volet, les recours et mécanismes de réclamation, c'est le volet le moins développé chez les 9 entreprises avec 9,1%. Encore un peu plus de détails sur le premier volet, donc la gouvernance et les engagements politiques des entreprises. Donc, nous voyons que les 9 entreprises obtiennent en moyenne un peu plus de 1 point sur 6 pour ce volet. J'ai dit que c'est le volet le plus développé parmi les 3 volets de la méthodologie et ceci n'est pas surprenant parce qu'en fait, ce volet correspond aux premiers pas tels qu'ils sont décrits dans les principes directeurs. Donc, d'établir des politiques et de les communiquer. 7 acteurs ou 7 entités de notre sélection ont pris des engagements, mais certains ne le communiquent pas. Donc, nous avons par exemple 2 entreprises qui ont signé le pacte national entreprises et droits de l'homme. C'est un pacte qui a été proposé par le ministère des Affaires étrangères et des représentants du secteur privé au Luxembourg. Donc, nous avons quelques entreprises qui sont signataires du pacte, mais ne communiquent pas cet engagement. Nous avons une seule entité qui a publié un engagement en matière de recours et aucune entreprise, en fait, s'est positionnée quant aux mesures de remédiation. Donc, le deuxième volet, la mise en œuvre de la diligence raisonnable. Donc, comment ces engagements se traduisent dans la pratique des entreprises. Nous voyons que les 9 entreprises obtiennent en moyenne 1,38 points sur 12
aucune entreprise indique clairement qu'il y a une responsabilité en matière de droits humains au niveau de ses dirigeants. Ceci est important parce qu'il s'agit en fait d'une condition essentielle pour garantir que la diligence raisonnable soit pleinement intégrée dans les processus internes de l'entreprise. Il y a 3 entreprises qui déclarent avoir mis en place des procédures d'identification et d'évaluation des risques et des impacts en matière des droits humains. Mais en fait, pour 2 de ces 3 entreprises, ces procédures ne sont pas axées ou ne sont pas axées suffisamment sur les droits humains. Après, nous avons 5 entreprises qui ont publié des exemples de mesures spécifiques. Donc, ce sont des mesures isolées pour, en fait, éviter des risques en matière de droits humains. Ici, je peux peut-être vous donner un exemple pour visualiser, pour clarifier la différence entre une mesure spécifique et, de l'autre côté, un système global d'identification de risques. Donc, je prends l'exemple de Cargolux. Cargolux a en fait pris des mesures spécifiques en établissant une liste d'articles ou de produits que l'entreprise ne transporte pas, donc sur aucune des routes de son réseau. Et comme il dit, c'est pour des raisons éthiques et juridiques. Donc, cet embargo concerne par exemple le coltan le coltan originaire d'Afrique, les diamants et l'or en provenance de la Côte d'Ivoire, du Ghana ou du Nigeria, ou encore des biens à double usage, des armes, des munitions, des équipements militaires vers certains pays. Donc, ceci sont des mesures spécifiques que Cargolux a pris pour éviter des risques, parce que ce sont des produits qui sont souvent de provenance des pays avec des risques ou une situation compliquée pour les droits humains. Et donc, ce sont des mesures qui sont à saluer et que nous avons aussi considérées dans notre analyse, mais ce n'est pas encore un système global d'identification de risques qui englobe toutes les activités de l'entreprise et aussi la chaîne de valeur. Et donc, le dernier point de ce slide, aucune des entreprises analysées a fourni des exemples pour montrer comment l'entreprise communique avec les parties prenantes concernées, donc au sujet des impacts sur les droits humains, alors qu'il s'agit ici d'une exigence clé de la procédure de diligence raisonnable. Et encore pour le 3e volet de l'analyse, le recours et les mécanismes de réclamation, c'est le volet le moins développé parmi les 9 entreprises. Il y a uniquement 3 entreprises qui ont disons, publié des informations qu'ils ont des mécanismes de réclamation, mais dans un de ces 3 cas, le mécanisme est réservé aux employés et n'est donc pas ouvert aux individus et aux communautés externes qui pourraient donc être au besoin de ces mécanismes de réclamation. Et donc, je passe la parole à Antonia pour la dernière partie de la présentation. Merci Nadine. Alors, les résultats que Nadine vient de présenter montrent que la mise en œuvre volontaire des principes directeurs des Nations Unies est globalement faible. Aucune des entreprises analysées ne satisfait pleinement aux critères des principes directeurs et du benchmarking. L'année dernière, le ministère des Affaires étrangères a lancé le Pacte national sur les entreprises et les droits humains, dont les entreprises signataires s'engagent à mettre en œuvre volontairement les principes directeurs. Et malheureusement, il constitue également un indicateur du faible engagement des entreprises de l'État dans ce domaine, car uniquement une poignée d'entreprises d'État ont signé le pacte. C'est d'ailleurs un problème qui a été mis également en avant par le groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains qui était en visite au Luxembourg en décembre dernier. Alors, compte tenu de ces résultats, nous considérons que compter uniquement sur des mesures volontaires est insuffisant pour assurer la conformité des entreprises avec les principes directeurs et il devient urgent de mettre en place des mesures contraignantes. Le slide suivant.
Alors, actuellement, il y a des négociations en cours au sein de l'Union européenne concernant l'adoption d'une directive sur le devoir de vigilance qui rendra obligatoire le processus de diligence raisonnable pour certaines entreprises. Mais l'entrée en vigueur de cette directive et sa transposition au Luxembourg risquent de prendre plusieurs années. Pour rappel, les principes directeurs existent déjà depuis 2011. Par ailleurs, les seuils de la directive en ce qui concerne le nombre d'employés et le chiffre d'affaires sont très élevés et certaines entreprises d'État ne seront pas nécessairement concernées par la directive, ne seront pas couvertes. Nous considérons donc qu'il faut rendre obligatoire le devoir de diligence immédiatement dans les entreprises dans lesquelles l'État dispose d'un pouvoir d'influence suffisant et que le gouvernement devrait prendre des engagements dans ce sens, tant dans le prochain plan d'action national sur les entreprises et les droits humains que dans le futur accord de coalition qui aura lieu suite aux élections en octobre. L'ASTM soutient également la demande de l'initiative pour un devoir de vigilance, dont nous sommes membres, d'adopter sans tarder une loi nationale sur le devoir de vigilance et respecter ainsi la volonté de 92% de la population au Luxembourg. Alors, quelques mots aussi ce qui concerne nos recommandations à l'attention des entreprises. Pour les 27 entreprises que nous avons analysées, la première étape à franchir, selon nous, c'est de changer la perception du concept de risque. C'est-à-dire, il faut reconnaître qu'il existe pour chaque acteur économique des risques pour les personnes et pour la société, et pas seulement des risques financiers ou de réputation pour les entreprises et leurs investisseurs. Compte tenu des résultats, nous appelons les entreprises à se donner vraiment les moyens pour se familiariser avec leurs responsabilités concernant la diligence raisonnable en matière de droits humains, à communiquer davantage et de façon plus détaillée sur les mesures prises dans ce domaine, et enfin à donner des informations sur les mécanismes de recours en cas de violation des droits humains, ainsi que sur les réparations fournies. Pour rappel, c'était notamment le volet le moins développé au niveau de ce que nous avons trouvé dans la communication des entreprises. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Merci Antonia, merci Nadine. Je sens déjà un grand besoin dans le public de maintenant avoir accès au site, à tous ces chiffres et de comprendre comment est-ce possible de lire ce rapport plus en détail. Et c'est pour ça que Lisa Even, la responsable du site web, va maintenant partager avec vous finalement le site et va vous expliquer un peu la navigation et comment trouver toutes les informations nécessaires. Voilà, merci Cédric. Donc, effectivement, toutes les informations qui ont été partagées par mes collègues sont disponibles sur le site droitshumainsentreprise.org. Donc, j'ai mis le lien dans le chat si vous voulez y accéder directement. Et donc, comme Cédric a dit, je vais vous faire une brève présentation du site, de la structure et vous montrer comment trouver les informations qui vous intéressent. Voilà, donc la première page du site, c'est en fait une sorte de résumé de l'étude. Donc, vous y trouvez tout d'abord le résumé exécutif que vous pouvez télécharger directement. Vous trouvez une explication des critères de sélection d'entreprise, ainsi qu'un aperçu des résultats principaux de l'étude. Vous pouvez aussi directement, à partir de la première page, accéder au ranking des 27 entreprises analysées. Vous trouvez aussi les revendications et les recommandations envers les acteurs politiques
et les entreprises analysées. Et puis, tout à la fin, vous avez une section ressources où vous trouvez à nouveau le résumé exécutif, mais aussi l'étude intégrale que vous pouvez aussi télécharger. Et après, vous retrouverez aussi l'enregistrement du webinaire si jamais vous voulez le revoir ou le partager. Donc, on va alimenter cette section au fur et à mesure. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer un peu les différentes rubriques du site. Donc, on a tout d'abord la page Ranking où vous retrouvez le tableau que Nadine vous avait déjà présenté avec les 27 entreprises classées selon le score qu'elles ont obtenu. Et pour chaque entreprise, vous pouvez immédiatement accéder à leur profil. Donc, pour vous donner un exemple, ceci, c'est une entreprise qui a eu un score au-dessus de 0. Donc, là, vous trouvez le score total, le type de société, le secteur et le pourcentage de participation de l'État. Vous trouvez un petit sommaire de l'analyse. Et donc, pour les 9 entreprises qui ont obtenu un score supérieur à 0, vous pouvez aussi accéder à l'analyse plus détaillée, avec les 3 volets des principes directeurs. Et vous pouvez aussi télécharger la fiche d'analyse de chaque de ces 9 entreprises si ça vous intéresse de voir un peu plus en détail les différents indicateurs. Puis, on a la page entreprise. Donc là, vous trouvez à nouveau la liste de toutes les entreprises analysées, mais cette fois-ci en ordre alphabétique. Et là, de nouveau, vous pouvez facilement accéder au profil de chaque entreprise. Donc, si on prend l'exemple d'une entreprise qui a obtenu un score de 0, donc là, vous aurez juste un petit texte explicatif sur l'entreprise. Mais voilà, là, on n'a pas pu faire une analyse plus approfondie. Puis, on a la rubrique résultats où vous retrouverez à nouveau les résultats généraux de l'étude ainsi que les résultats plus spécifiques. Voilà. Et puis, il y a la rubrique méthodologie où on explique en détail la méthodologie qu'on a utilisée. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est que vous retrouvez ici, premièrement, le document en anglais de la World Benchmarking Alliance qui explique vraiment en détail les différents critères et indicateurs analysés. Et vous pouvez aussi télécharger le fichier d'analyse modèle que nous avons utilisé pour notre étude. Et donc, le fichier peut facilement être téléchargé par des entreprises qui souhaitent l'utiliser en tant que modèle pour améliorer leur engagement en matière des droits humains. Et donc, à la fin, vous trouvez des informations sur l'ASTM, sur notre campagne, et vous trouvez aussi nos contacts respectifs. Donc, évidemment, on vous encourage à découvrir vous-même et parcourir vous-même le site. Mais si jamais vous avez encore des questions ou s'il y a des informations que vous ne trouvez pas, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on est heureux de vous aider avec ça. Voilà, et je passe la parole de nouveau à Cédric. Merci, Lisa. Maintenant, oui, on arrête le partage d'écran et on va voir de nouveau nous 4. Très bien. Oui, alors, en fait, c'est ça avec notre présentation. Et maintenant, on a le temps de discuter plus en détail les questions qui sont déjà venues. J'en vois 2.
Peut-être je les lis déjà. Nadine, et tu pourras les répondre, répondre à eux. Pourriez-vous donner un exemple de mécanisme de recours mis en place par les entreprises? Quel serait le mécanisme idéal et que devrait-il assurer? Donc, en fait, il n'y a pas de mécanisme de recours parmi les entreprises analysées. Il y a des mécanismes de réclamation. Donc, il y a 3 entreprises qui ont des informations sur leur site web sur comment des personnes internes ou externes peuvent s'adresser à l'entreprise si elles ont des réclamations par rapport aux activités de l'entreprise. Donc, dans 2 cas, ce sont des mécanismes différents internes et externes. Et par exemple, pour le précurseur de notre analyse, pour le FCCF, ces mécanismes de réclamation pour les communautés externes, il est disponible aussi en espagnol. Ceci est important et c'est un bon exemple parce que en fait, ce fonds, il opère surtout en Amérique centrale, donc dans des pays hispanophones. Et donc, ce fonds, il donne ces informations aux acteurs, aux communautés qui pourraient être affectées par les activités du fonds sur comment s'adresser au fonds en cas de réclamation. Le recours, ça va encore un peu plus loin. Donc, le recours, c'est en fait comment remédier s'il y a eu des dommages qui ont été faits. Il n'y a aucune entreprise qui offre en fait ou qui explique ou qui donne des détails sur comment comment ils offriraient des recours aux victimes de violations de droits humains. Merci. Je prends immédiatement la deuxième question. Je crois que c'est... Oui. Merci. Oui, je pense que c'est important, en fait, lorsqu'on décrit les mécanismes de recours pour les parties prenantes, de préciser aussi, par exemple, les délais de réponse, dans combien de temps on va réagir à la réclamation. Et aussi, comme Nadine a dit, en fait, le recours, il peut prendre différentes formes en fonction du dommage qui a été causé. Il peut s'agir d'excuses ou de réparations financières ou d'autres types de réparations. Donc, il y a différents types en fonction de la situation. Merci pour cet ajout, Antonia. Je reprends immédiatement la deuxième question, qui est aussi une question assez récurrente. Quels sont les effets concrets de l'absence de plans globaux et d'actions réelles des entreprises au sujet de la protection des droits humains? Donc, les effets concrets de l'absence de plan. OK. Donc, il faut peut-être d'abord répéter que cette analyse que nous avons faite s'est concentrée sur les politiques des entreprises et sur les procédures telles qu'elles sont communiquées par les entreprises. Donc, nous sommes sur un niveau de communication et de transparence. Ce que nous n'avons pas fait dans cette étude, c'est de regarder en fait les activités réelles des entreprises. Donc, nous n'avons pas analysé nous n'avons pas de cas, par exemple, d'études de cas sur d'éventuels problèmes en matière de droits humains en relation avec ces entreprises. Donc, nous sommes sur le niveau de la communication des entreprises, ce qui est très important parce qu'en fait, c'est le premier pas, donc prendre des engagements, les traduire en des procédures des entreprises et les communiquer afin que le public concerné soit informé. Antonia, je ne sais pas si tu veux ajouter. Non, je pense que tu l'as bien expliqué et nous avons aussi expliqué les limites de la méthodologie dans ce sens, c'est-à-dire nous nous basons sur les déclarations publiques des entreprises. Peut-être certains font plus, peut-être d'autres font moins que ce qu'elles déclarent, mais la méthodologie repose sur cet examen de documents publics. Donc, et en fait, c'est aussi une sorte d'incitation pour les entreprises de communiquer davantage sur ce qu'elles font. Merci. Une dernière question qui est venue maintenant. Dans les recommandations que vous avez présentées, il y a la première recommandation
qui est se donner les moyens pour se familiariser avec leurs responsabilités en relation avec la diligence raisonnable en matière des droits humains. Et le spectateur, il demande, est-ce réellement une question de moyens? Que mettez-vous dans moyens précisément? Tu veux y répondre, Antonia? Oui, vas-y. Donc, nous sommes d'avis que les moyens, donc c'est le premier pas, en fait, se donner des moyens. Donc, si les entreprises n'ont pas la compréhension, par exemple, de la thématique ou ne se sont pas encore familiarisées ou aussi formées sur le sujet, c'est difficile à mettre en place le nécessaire. Donc, c'est vraiment la première étape. Évidemment, nous ne pouvons pas juger sur la bonne volonté. En fait, c'est une question aussi de volonté des entreprises. Mais donc, si ces entreprises veulent démontrer qu'elles se positionnent envers le respect des droits humains, le premier pas, c'est de s'informer, de se former, de se donner les moyens pour, en fait, faire en sorte qu'elles soient en règle avec le respect des droits humains et la diligence raisonnable. Et il faut dire aussi que ça dépend vraiment de l'entreprise. Donc, quels sont les moyens nécessaires? Ça dépend. Si c'est une entreprise assez grande, c'est avec une activité internationale importante. Ça dépend aussi beaucoup du secteur parce que les risques de violation de droits humains sont en fait aussi liés au secteur. Ce sont donc des risques différents pour le secteur finance que pour le secteur logistique ou le secteur de la construction. Donc là, ces entreprises doivent vraiment regarder quels sont les risques spécifiques dans mon secteur, dans mes activités, dans ma chaîne de valeur. Et donc, des moyens plus importants seront nécessaires pour des entreprises plus grandes et plus internationales que pour des entreprises petites avec des ressources plus limitées qui ont peut-être moins d'activités à niveau international. Comment peuvent les entreprises se familiariser avec la diligence raisonnable? Et une autre question posée dans le Q&A. Mais je pense qu'il y a actuellement déjà beaucoup de formations qui sont organisées par certains acteurs ici au Luxembourg. Donc, oui, comme Nadine l'a mentionné, le premier pas, c'est de s'informer, de se former. Mais je pense que c'est aussi une question de volonté politique au niveau de la direction de l'entreprise, c'est-à-dire d'aller dans ce sens, de reconnaître ces risques pour la société et pour les personnes et soutenir, disons, cette démarche au niveau de toute l'entreprise et de toutes ses activités. Donc, il y a énormément de matériel qui est déjà développé par les Nations Unies, par l'OCDE. L'OCDE a publié un guide sur l'exercice de la diligence raisonnable qui est très, très détaillé et qui peut guider les entreprises dans ces démarches. Une question qui est revenue maintenant plusieurs fois dans le chat, adressée à nous directement, est la question de prise de contact avec les entreprises. Est-ce que le rapport a été partagé avec les entreprises et est-ce que les entreprises ont été invitées à ce webinaire d'aujourd'hui? Donc, la première prise de contact avec les entreprises, nous l'avons entamée en décembre. Donc, quand nous avons terminé la recherche du document, nous avons contacté toutes les entreprises et nous avons dit, donc, voilà, ce sont les documents que nous avons trouvés par rapport à votre entreprise. Parfois, nous avons dit, nous avons trouvé aucun document. Est-ce que nous avons peut-être pas vu quelque chose? Est-ce que vous voulez ajouter d'autres informations? Est-ce que vous voulez réagir? Donc, et nous avons expliqué la méthodologie de l'étude, etc. Donc, comme Antonia l'avait dit au début, seulement 5 entreprises ont réagi à cette prise de contact et la plupart de ces 5 qui ont réagi n'ont pas vraiment apporté de nouveaux éléments, sauf dans un cas, en fait.
Après, nous avons évidemment invité les entreprises à participer au webinaire et il y en a quelques-unes, je pense, qui sont parmi les participants. Donc, oui. Merci. Une question dans la question-réponse concernant les principes directeurs qui datent de 2011. Comment est-il possible que les entreprises, l'État ne les respecte pas? Dans votre communication avec les entreprises, ont-elles évoqué des orientations à ce sujet? Mais je pense que là, on revient un peu à la recommandation qu'on a fait aux acteurs politiques. En effet, voilà, on trouve aussi quelque sorte inacceptable que les entreprises de l'État ne mettent toujours pas en œuvre les principes directeurs malgré le fait qu'il existe depuis déjà 2 ans. Et donc, c'est pour ça nous appelons en fait les décideurs politiques à rendre ça obligatoire pour les entreprises qu'ils contrôlent et dans lequel il a un pouvoir d'influence. Pour la deuxième partie de la question, est-ce qu'elles ont évoqué des orientations à ce sujet? Pas vraiment. Comme ça a été mentionné, l'État avait invité certaines entreprises à mettre en place des projets pilotes, mais nous n'avons pas trouvé des informations concernant des projets pilotes et dans la communication avec les entreprises, aucune entreprise n'a évoqué un projet pilote dans ce domaine. Merci à vous. J'ai l'impression que les questions les plus pertinentes ont été répondues. Je ne vois plus de questions non reprises. Peut-être encore un mot de clôture de votre part, parce qu'on va terminer dans 3 minutes. En fait, on est parfait avec le timing. Oui, donc peut-être on peut un peu répéter notre message principal. Donc, cette étude se veut vraiment une contribution qui est constructive, qui aide à améliorer les pratiques. Nous invitons les entreprises à vraiment se familiariser avec le site, avec l'analyse, avec les éléments qui sont demandés pour en fait être en règle avec les principes directeurs. Et donc, l'appel vraiment à faire... L'appel se dirige à l'État, en fait, de prendre sa responsabilité et de soutenir les entreprises de l'État, en fait, à respecter les droits humains et à mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnable. Antonia, peut-être tu peux inclure dans ton mot de clôture une petite question qui est encore venue, action future. Action future, je pense que la balle est maintenant dans le camp des décideurs politiques et du gouvernement. Et bien sûr, nous allons continuer notre travail pour, disons, pousser les acteurs économiques à mettre en œuvre les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains. Merci beaucoup. Alors, je remercie de nouveau à tout le public, tous les intéressés de nous joindre aujourd'hui. Comme dit avant, le webinaire va être disponible sur notre site. Oui, les liens ont été partagés et si vous avez encore d'autres d'amples questions, vous pouvez toujours les adresser à nous. On reste à votre disposition. Merci pour votre participation. Merci aux intervenants d'aujourd'hui. Oui, à la prochaine et bonne journée. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.